Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Priorité au logement social ce matin. Oui, c'est l'un des nœuds les plus serrés, les plus enquistés de la crise globale du logement. La crise du logement social qui pourrait tenir en un chiffre 2 600 000 Français en attente d'un logement qui ne vient pas et qui ne peut pas venir. Car le marché est tellement cher que personne ne quitte son logement social quand il en a un. Quant à la construction, elle est trop faible pour répondre à la demande. Des premières mesures ont été annoncées par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale à l'Assemblée et au Sénat. On en parle avec vous, Mathieu Gima. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, maître de conférences en urbanisme à l'université Paris-Cité. Comment expliquer, pour commencer, la panne de la construction à laquelle on assiste ? Alors la panne de la construction en France, elle est liée à un ensemble de facteurs qui est assez large, mais je pense que parmi ces facteurs, les facteurs financiers sont particulièrement importants, avec du coup le resserrement des conditions d'accès au crédit en France, de l'inflation, et puis aussi des phénomènes qui sont de plus longue durée, comme la hausse des prix fonciers. Et je pense qu'en ce qui concerne le logement social, il y a un facteur qui joue aussi beaucoup, qui sont des facteurs plutôt politiques et qui sont liés à des décisions qui ont été prises notamment depuis 2017 et qui ont amené à réduire la capacité d'action des organismes HLM, notamment en lien avec un dispositif qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité, qui consiste à faire que les organismes HLM compensent la baisse des APL, donc des aides au logement. Et c'est quelque chose qui représente un coût d'1 milliard d'euros par an, donc effectivement ça joue beaucoup. Et si on ajoute à ça la hausse du livret A, avec un taux de rémunération à 3% qui pèse aussi sur le financement du logement social, on comprend que ce soit plus compliqué. Pour faire face à ces coûts, le Premier ministre a annoncé un nouveau prêt de long terme à disposition des offices HLM, donc ça concernerait vraiment le foncier. Il s'agira de 2 milliards d'euros distribués par la Banque des Territoires. Est-ce que c'est à même de débloquer un peu la situation ? Alors, c'est difficile à dire dans l'état de ce qu'on connaît de cette proposition. Ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que c'est un dispositif de prêt, et c'est donc un dispositif non budgétaire, donc c'est pas du budget de l'État, c'est pas de la subvention, c'est de l'argent qu'il faut rembourser. Or, la dette des organismes HLM a connu au cours des dernières années déjà une pression assez forte. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit un levier qui sera absolument déterminant. Et il faudra aussi qu'il y ait du foncier disponible, si on veut que les offices construisent. Et ça, c'est à la main des maires. Ce sont eux qui délivrent les permis de construire. Alors, l'État avait trouvé un mécanisme, la loi SRU, relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Elle impose aux communes de plus de 3 500 habitants un quota de logements sociaux fixé à 25%. Alors, avant de parler des aménagements qui ont été proposés par Gabriel Attal, est-ce qu'on peut faire d'abord un bilan de cette loi qui a déjà plus de 20 ans ? Oui, tout à fait. C'est une loi donc, qui date de 2000, effectivement. Donc, c'est une loi qui a fait l'objet d'un certain nombre de bilans qui sont effectivement assez nuancés, du coup, dans leurs résultats. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une loi qui a contribué à dire que c'était normal que dans une commune en France, il y a 20 ou 25% de logements sociaux. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça a contribué à changer l'image du logement social, à en améliorer un petit peu l'acceptabilité. Et ça a contribué aussi à mettre à l'agenda d'un certain nombre de communes qui ne se préoccupaient pas du tout du logement social, cette question. Et donc, si on insiste souvent beaucoup sur les communes réfractaires à la loi SRU, il faut 4 aussi sur 10 dire... quand même, en novembre 2023, respectaient la loi. Donc, beaucoup de communes réfractaires quand même. Voilà, mais il faut aussi dire qu'il y a des communes qui ne construisaient pas du tout de logement social, qui se sont mis à en construire. Et il y a des communes qui sont certes passées de 0 à 15% de logement social, donc qui ne respectent pas la loi SRU, mais dans lesquelles il y a un effort qui a été fait. Mais vous avez raison de le souligner, il y a toujours des communes qui sont réfractaires. Il y a aussi d'autres phénomènes qui entrent en jeu, qui est de dire que l'extension du nombre de communes qui produisent du logement social, ça n'a pas suffi à réduire certaines dynamiques ségrégatives, de ségrégation socio-spatiale, puisque cette ségrégation, elle ne se fait pas qu'à l'échelle des communes, mais aussi à l'échelle des quartiers. Et puis, il y a aussi un certain nombre de communes qui respectent la loi SRU, mais de façon un petit peu détournée, donc en construisant les logements les moins sociaux possibles et en les attribuant, quand elles en ont la possibilité, à des ménages qui ne sont pas forcément les ménages qui en ont le plus besoin. Alors le Premier ministre a décidé de faire entrer dans ce compte du logement social les logements intermédiaires. La gauche crie au démantèlement de la loi SRU. Le gouvernement, lui, décrit un renforcement de l'incitation. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Gima ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors, le logement intermédiaire en France, il a été relancé en 2014. Donc, c'est un produit qui est intéressant, qui dans certains marchés peut assurément jouer un rôle, mais un rôle qui est, à mon sens, plutôt complémentaire du logement social. Or, ce qui risque de se passer avec la proposition du Premier ministre, c'est que dans certaines communes réfractaires à la loi SRU, on construise du logement intermédiaire plutôt
que du logement social, donc à la place du logement social. Or, il y a quand même des différences assez importantes entre ces deux produits, hein. Un logement social à Paris, on est sur des loyers qui sont au maximum à 6-7 euros du mètre carré. Un logement intermédiaire, on est à 18 euros du mètre carré à la location, hein. C'est à destination des classes moyennes, en fait. Donc, on a un produit qui est effectivement tout à fait différent en termes de peuplement. Et puis, c'est aussi un produit qui est peut-être moins pérenne que certaines formes de logement social, notamment parce que le logement intermédiaire peut être détenu aussi par des investisseurs institutionnels, dont le modèle économique est un modèle économique qui repose aussi sur la vente de ces logements à moyen terme. Donc, il y a aussi cette question de sur combien de temps les logements qu'on construit vont rester des logements qui accueillent des ménages sous certaines conditions de revenus et dans certaines conditions de loyer. Et puis il faut dire aussi que ça coûte moins cher à l'État, en fait. Tout à fait. C'est aussi un des très grands intérêts pour l'État du logement intermédiaire, c'est que ce sont des dépenses là aussi extra-budgétaires, hein, une TVA abaissée à 10% et puis des avantages fiscaux pour les constructeurs. Et ça permet aussi d'attirer justement ces investisseurs dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, Qui on comprend sont quoi? bien Des fonds de pension, qui sont tout à fait des fonds de pension, des sociétés d'investissement, qui sont des assureurs, qui étaient présents historiquement, hein, dans le secteur du logement en France et qui ont un petit peu disparu dans les années 90, qui peuvent jouer un rôle aujourd'hui, hein, mais qui ont des logiques en termes de modèles économiques qui sont différentes de celles des organismes HLM. Comment comprenez-vous la dernière annonce du Premier ministre qui a déclaré laisser à la main des maires l'attribution des premiers logements sociaux construits sur leur commune? Alors, qui en avait la prérogative avant, puis qui va bénéficier de ce changement? Cette annonce, elle est un petit peu surprenante au regard des évolutions des dispositifs d'attribution du logement social en France, qui sont des dispositifs qui ont été fortement réformés au cours des dernières années pour qu'ils soient aussi transparents que possible, pour qu'ils soient moins discriminants. Alors, ils ne sont pas encore parfaits, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, on a un fonctionnement plus collégial de ces dispositifs d'attribution autour de commissions dans lesquelles il y a des différents représentants locaux de l'État et puis des organismes HLM. La proposition du Premier ministre revient à donner du coup aux maires la première attribution de logements sociaux et c'est conçu comme un moyen de justement réduire les réticences de certains des maires. Je pense que c'est quelque chose qui est compliqué à deux niveaux. D'une part parce que ça ne réglera pas forcément cette question des résistances et puis d'autre part parce qu'on risque de se retrouver face à des situations d'attribution qui risquent d'être problématiques. Et vous voulez dire clientéliste? Par exemple, qui pourrait être sur le très long terme, hein, puisque on parle de la première attribution, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un taux de rotation dans le logement social qui est assez faible. Merci beaucoup Mathieu Gima de toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université Paris-Cité. Merci.